Monsieur René Tamis, ancien ministre de l'Entrepreneuriat et de la Technologie de l'Information de l'Estonie. Bonjour. Monsieur Amit Malik, coprésident Comité des infrastructures urbaines et les Smart Cities Inde. Monsieur William Kloppart, leader des solutions industrielles pour le gouvernement IBM. Monsieur Zubair Cheib, président directeur général High-Tech Entreprise Tunisie. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les députés, des organisations nationales et de la société civile aussi, si vous êtes présents aussi avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers collègues, heureuse de vous recevoir ce matin à l'occasion de la 34e édition des Journées de l'entreprise qui porte sur l'entreprise et le nouveau rôle de l'État. Comment ça devrait être? Chacun de vous, certainement, il a une perception des choses, il a une logique, il voit les choses à sa propre façon et à sa manière. L'enjeu, il est énorme. On clôture l'année 2019 avec un taux de croissance économique, il est de 1,5%, une inflation autour de 6,7% en septembre 2019, un déficit de la balance commerciale de 19 milliards de dinars. La crise aujourd'hui n'est pas seulement économique, mais elle est aussi politique, sociale et technologique. Et ce matin, on va s'intéresser plus précisément à la crise technologique et la transformation digitale de l'État. On se demande aujourd'hui pourquoi les grands décideurs du monde parlent-ils de l'économie numérique. On parle aujourd'hui aussi de l'intelligence artificielle, le machine learning, le robotique, l'impression 3D, la transformation digitale, cloud, big data, 5G, ouvrent des opportunités certainement immenses et inédites. Mais aussi, il n'y a jamais eu une telle période de promesses et de menaces quant à l'impact des technologies sur nos vies et comment elles reconditionnent notre environnement économique, social, culturel et humain. En ce sens, la Tunisie a enregistré un retard important dans le domaine de la transformation digitale, à point qu'on se demande sur l'efficacité de son administration et la lourdeur, bien évidemment, des formalités administratives. Donc, pour cela, on se demande aujourd'hui aussi si la Tunisie, et plus précisément l'État tunisien, adhère dans la digitalisation et quel est l'impact de cette transformation digitale sur l'État et l'entreprise. Donc, il y a une citation qui m'impressionne et j'aimerais bien la citer, c'est que les organisations ne changent pas, mais les hommes, oui. Celle de Steve Vamos, c'est un ancien dirigeant de Microsoft et d'Apple. Donc, je demande à ceux qui sont aujourd'hui avec nous dans la salle de prendre leur téléphone portable et veuillez vous connecter au Slido, si vous pouvez, s'il vous plaît. Il y a un sondage qu'on aimerait bien que vous participez dans ce sondage. La question est, pourquoi la Tunisie n'a pas réussi la transformation digitale numérique de son administration? Est-ce que cela est dû à la résistance au changement, ou bien au manque de ressources, ou bien à la volonté politique? Veuillez choisir le A, B ou C. Connectez-vous au Slido, s'il vous plaît. J'aimerais bien que tout le monde dans la salle participe dans ce sondage. Comme ça, on pourra identifier ou bien clarifier ou bien comprendre pourquoi l'État tunisien n'a pas réussi vraiment la transformation numérique de son administration. C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Et bien évidemment, on va
après vous montrer le résultat de ce sondage. Donc je commence avec Monsieur René Tamist. Donc, pour comprendre au mieux, selon l'expérience de l'Estonie, comment réussir la transformation digitale de l'État selon l'expérience de l'Estonie. How to achieve the digital transformation of the state according to the experience of Estonia. Mr. René, thank you. Thank you. Thank you, please. Merci. Okay. Well, I'm supposed to have slides as well, but I'm not sure whether they are appearing or not. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers for the invitation. It's really a pleasure to be here. Estonia is sometimes called e-Estonia, and that's for a very good reason, because digital tools are such an integrated part of our daily lives. Our country is small. We don't have many natural riches. So this has meant that when we rebooted our economy during the 90s, we had to rely on innovative new solutions, including digital technologies. So we had to be very often pathfinders, really trying new things, such as introducing online voting, first country in the world that uses such a solution. In addition to that, we have introduced 5 years ago e-residency program that enables world citizens across the globe to use the same digital solutions. So let me offer a glimpse into what it means in practice. What are the essential elements of Estonia's digital society? "99% of services that we have are available online 24/7. There are only 3 high-risk transactions that you can't do online. For instance, getting married, getting divorced, or buying a property. Altogether, we have around 5,000 different private and public e-services. By relying a lot on digital technologies, we also provide higher level of public service for less time and money. Our e-cabinet solution enables our administration to take decisions more efficiently. E-police solution means that all the police cars are equipped with modern technologies, enabling our police officers to use different databases, and this means that it's much more efficient and we provide higher level of security. We also, for instance, apply nowadays artificial intelligence in our police system. So, for instance, predictive analytics to decide where to send police patrols. Or online voting, another important feature. Last elections in May this year, 47% of the votes were cast online from more than 100 countries. This means that we are enabling our citizens more democracy, more participation. It's also good for our businesses because establishing a company in Estonia just takes an hour, even less actually. Later on, all the interactions with the government are done online. For instance, declaring taxes takes maybe 3-4 minutes.
All reporting later on, everything is done online. And we have taken now new goal, zero bureaucracy. As of next year, for instance, for the companies, we want to do away with reporting entirely. So for instance, if a company grants our tax authority the access to its accounts, then this company doesn't have to fill in anymore tax declarations or annual accounts or do any other reporting. Because by giving this access, you grant access to this data and you don't have to fulfill any longer such declarations. I mentioned already e-residency program. So as of 2014, we have enabled everybody across the globe to get access to the same public services that we have in Estonia. Filling in a form and going through the authorization process enables anybody in the world to use the same services through the digital ID. Today we have more than 60,000 e-residents who have established more than 10,000 companies and who are very valuable to our digital country. So let me share some of the lessons what I consider important in regard to these transformations. I would like to point out few crucial elements that have been really instrumental in bringing this change in Estonia. So very often people ask me, so what is the most important technological solution that we should apply in order to make this similar transformation? But it's not so much about the technology. It's even much more about the willingness to take on these reforms. So I think the key factor in making such reforms is the political will. The courage of the civil servants, also business leaders, to take on these challenges. It's not always granted that you succeed. We have failed as well, repeatedly. But it's important to maintain this political will to take on these reforms. I think that's perhaps the most relevant lesson. Regarding the technical and legal infrastructure, I think that's another important lesson. I would like to point out perhaps two important technical elements. So one of them being electronic ID card. So that's this small card in here. Since 2002, we have introduced physical ID and electronic ID card. This enables all our citizens, but also e-residents, to authenticate themselves and also to sign documents digitally. And it has a really important effect. Just by signing documents digitally, each year we save 2% of the GDP. So today we have three different solutions that we apply as digital or electronic ID. ID card, mobile ID, and smart ID. And every child that turns 15 has to have an electronic ID, so it's mandatory. Another important element of the technical infrastructure is
X-Road. So it's the data exchange layer that connects different public and private services. So the way our digital government has been built up is that we have a decentralized approach. We don't have central databases. So every administration, every unit, every business is responsible for its own service. But they are connected 24/7 through the X-Road. And this also means that we provide higher level of security, because it is much more difficult to attack such a distributed, decentralized system. I know there's cooperation going on also in Tunisia to introduce this data exchange layer also in here. And I think it's very important, because by connecting different solutions, you provide this higher level of comfortability, of access to your citizens and businesses. In the future, we are more speaking about X-Space rather than X-Road, because there's an increasing number of agents that are connected to our data exchange layer. So for instance, with the introduction of artificial intelligence, the number of agents that are making these queries is increasing rapidly. Another important element, together with technical infrastructure, is legal and institutional infrastructure. So in addition to changing the technology, it is also important to rethink how the institutions work and also how the legislation is adopted and designed. So changing institutional practices, dismantling the silos, sharing the information is really important, in addition to having these technological solutions. Third important element which I would like to point out is trust. Having such a digitized country means also that we have to have strong cyber defenses. And we have developed these capabilities over the years. Today, Estonia is one of the leading nations when it comes to cybersecurity. We have very strong data and privacy protections. So it means that people have to trust their data to the government. And to earn this trust, you have to have a strong legislative base to protect the rights, and also enforcement that these rights are not abused. So every government agency that wants to look at your data has to have a legal basis for that. And if somebody has looked my data, I can log in into the system and see who has made the queries about the data. And if I see that this person has no right to make these inquiries, then I go to the police and make the claim that this person has breached its rights. And once only is another important principle. This means that on the basis of these legal rights, the government agencies who have such rights can exchange data. And I don't have to fill in the forms every time when I go to see different administration units, but rather all this information is moved for me. And it's a digital by default system.
So we are not making another or extra copy on paper. So the idea, the efficiency of digital solutions is only when you use them, not create double systems. I mentioned already cyberspace, and it is really important to have these strong defenses in place if you are relying more and more on digital technologies. So today, Estonia is a training ground for NATO and European Union solutions and agencies, and also many international companies who come to Estonia to test their cyber defenses. Another important feature in relation to cybersecurity is the application of blockchain. Estonia started to use blockchain technology even before the term blockchain was invented. Important elements of blockchain were actually created in Estonia. And we apply keyless signature infrastructure for our blockchain solution. By using blockchain, we also provide the integrity of our data and also machine-to-machine communication. So it's really important that there's a trust, and this trust is based on strong protections of data and cybersecurity. And the fourth important element which I would like to point out is experimentation. So government can be pioneer and introduce these new technologies. So rather than being prohibitive, what we try to do is really to work with companies, try to create legal spaces, regulatory sandboxes in order to test new solutions. So for instance, Estonia is the first country to allow in Europe self-driving vehicles on our streets, or door-to-door delivery robots, which you can see on a daily basis on our streets, when different companies come to test their solutions in Estonia. Few words about the future. So where this all is going. There are different avenues we are exploring and working with. But just to point out perhaps three more relevant ones. So one of them being invisible services. Although we have such a high level of digital services, still when people are interacting with the government and when they have to interact with the government, then it's a bit clumsy. They have to go to different websites to fill in the forms, and it's not as efficient as we would like these services to be. We have identified 15 to 18 different life events when people or businesses have to interact with the government. For instance, when the child is born, or when somebody retires or loses a job, then you have to interact with the government. So we want to make sure that this interaction is as convenient as possible. And there's only one and single interaction with the government. To give you an example, we already have this life event proactive service when the child is born. So the family receives an email congratulating on the birth of the child and asking to which bank account would the family like to receive the benefits, what is going to be the name of the baby, informing that the baby already has health insurance, informing that the parents can now put their child for the queue for the kindergarten or school. So we want to make sure that we provide more user friendliness
for our citizens. Another important avenue is application of artificial technology, artificial intelligence into our system. So in spring this year, we adopted a new strategy, exploring and putting forward key ideas where we want to advance with artificial intelligence in Estonia. And perhaps what is different from similar strategies that the countries have adopted across the world is that we put lots of focus on applying AI in the government. So since the beginning of the year, we have more than 20 use cases already. So for instance, I mentioned already predictive analytics. I mentioned also X-Road. So we use AI in our X-Road system to detect the anomalies, the attacks. Or, for instance, we use chatbots in order to respond to the queries that the people have. Or our employment authority uses AI to match the skills of the job seekers with available posts. By next year, we would like to have around 50 different use cases. And another avenue is to view government as a platform. So I think most of us have this smartphone in our pockets. They run either on Android or iOS. So we see our country as a platform to which different applications can be developed to. So first of all, we share our platforms, meaning that when we are developing AI-based solutions, we are not developing them from the scratch, but rather when something is developed, we enable the use of these for our companies and for our other public institutions. But operating as a platform means also that we have to do more with our data. So it means relying a lot on open data, open source code. All our public services are actually open. The source code can be used by anybody. Or more APIs, granting our private sector enterprises access to public sector databases. And regulatory sandboxes is also another important feature that I would point out. I was also asked to share some of our knowledge and experience when it comes to education. So we put lots of emphasis on educating our people from the very early on. It's a saying in Estonia that Estonians are education believers. So it's kind of our religion. We are not very religious people overall, but education is our religion, I would say. This Wednesday, OECD released its subsequent PISA education results. So it's a comparison of world countries when it comes to educational systems. And Estonia ranked there globally on a third place, and in Europe on a first place in all categories. So we really put lots of emphasis into investing our education. ICT education, robotics, is something that is available for our children already in the kindergarten. I have two daughters. One is 4 years old, and she already gets some basic training when it comes to robotics or ICT. And my other daughter, she's 7 years old,
And she already has concrete classes in the curricula where she can actually develop her skills. But we also pay lots of attention to educate our elderly people as well. So there's a program that we used to have called Tiger Leap. And through this program, we provided ICT training to all our teachers. But on top of that, around 20% of our people received free ICT training in order to start to use digital technologies. And now we are targeting certain groups in our society who still perhaps have not taken up ICT solutions. And so it's important to maintain this focus on educating the people. And perhaps another feature that distinguishes us from many other countries is that we have a strong focus of ICT also at the university level. So by an average, we have twice as many ICT students compared to other OECD countries. With this, I would like to conclude and invite you to Estonia, invite to have more cooperation between Estonia and Tunisia for the benefit of our two countries. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. René Tamist, for this significant speech. And I wish that Tunisia and the digital transformation of Tunisia as fast as the experience of Estonia. Thank you. Thank you very much. Donc, je m'adresse à ceux qui sont présents dans la salle. On a donné un sondage aujourd'hui, tout à l'heure. En fait, le panel a commencé à 9h. Donc, et on s'est demandé sur la transformation digitale en Tunisie et pourquoi la Tunisie n'a pas réussi la transformation numérique de son administration. J'invite tout le monde qui sont présents avec nous dans la salle de prendre leur téléphone portable, de connecter au Slido et de répondre à cette question. Comme ça, on pourra clarifier ou comprendre ou avoir une idée sur cette transformation digitale, pourquoi elle a retardé en Tunisie. Donc, est-ce que c'est dû à la résistance au changement, au manque de ressources ou bien à la volonté politique? Donc, après, on pourra voir le résultat de ce sondage. Donc, je vous invite de participer. On passe au deuxième speaker de ce panel sur la transformation digitale en Tunisie et la transformation, bien évidemment, digitale de l'État et de l'entreprise. Donc, j'invite M. Amit Malik, directeur général, segment des fournisseurs de services de Cisco, de l'Asie-Pacifique, le Japon et la Chine. M. Malik, ma question se pose sur... en fait, également, il a dirigé aussi diverses initiatives concernant les smart cities en Inde. Donc, my first question is about how to succeed the smart city initiative. So you can talk about digital transformation in India, and you can respond in this question. Thank you, please. Wonderful. Welcome. And if you don't mind, I'll stand up, gives me a little more energy. Yeah? Okay. Good morning, ladies and gentlemen, my fellow panelists. I think it's really an honor to be here. It's a beautiful country, my first time here, and I think I made the right decision coming here. But nevertheless, let me do what I've been called for and try to see if I can add some value. Yeah? Firstly, a little bit of a poll from my side as well. Anyone here grew up watching Star Trek? Yes. Awesome, good. Anybody? Wonderful. Did you see Minority Report? Tom Cruise? No. Wonderful. Lots of course. Super.
Just imagine, there was a movie called Blade Runner. I don't know if you saw that. That was about 30 years ago, right? The first Blade Runner. And when we saw that movie, there were so many things in that movie that looked so futuristic. It was called science fiction. Flying cars, facial recognition, right? And we thought, we definitely, at least I thought I wouldn't see this in my lifetime, right? And here you had Estonia, talking about all those futuristic things. So I can only say the future is already here. Yeah? The future is definitely here, and the future is digital. It's all about digital transformation, whether you're an enterprise or you're a government. Digital transformation is a must. It's not an option any longer. You mentioned, I think your poll is still on whether we've actually been left behind, right? I would say no. Because the good part about people who've been laggards in this journey is today you can leapfrog. I don't know if anybody read the book by Thomas Friedman, The World is Flat. Yeah? Today there is equal opportunity for anybody sitting out of anywhere. Many years ago, when the internet was just about coming up and a lot of digital organizations were evolving, there was a company which was coming up, Flickr.com. I don't know if anybody's seen Flickr, but there was a great example I used to give. Sorry. So there was a great example I used to give that on Flickr.com, there was this lady from Finland, a girl from Finland, just passed out, had a lot of passion around photography. So she put her photographs on the web, and there is this gentleman who's the head of marketing for Toyota in Japan. He saw those photographs and gave her a contract sitting out of Japan. That is the power of technology. It brings nations together. It provides a level playing field. I'll come to your questions. I'm just building it up, yeah? So don't get worried. I see you getting nervous. Don't worry. I'll come to your questions. Take your time. With the world getting flat today, as I said, there is phenomenal opportunities. If I talk about India and I just rewind, say 20 years ago, a lot of things that are happening now, we would have never imagined. 20 years ago, we would not have imagined that India is going to be a superpower of software and technology. I used to travel around the world 20 years ago as well. I never got the same respect as I get when I go now to anywhere in the world. They all want to know what is Digital India, just like you want to understand what Smart City is all about. I was at the Smart City World Congress in Barcelona last year, and everybody wanted to say, what have you done around smart cities? Tell us. I said, wow, this is interesting. India has really arrived. And what's helped them arrive is digitization. Now we'll come to specifically what India has done. So when the current Prime Minister, the Honorable Prime Minister, Mr. Modi, had his vision of Digital India, there were three fundamental pillars. First, to provide a digital infrastructure. Because anything that we talk about, if you don't have the right framework, if you don't have the infrastructure, if people don't have access to internet, they will not be able to do whatever we just heard Estonia is doing. Second thing is around governance. Now what is governance? If the governance is not on demand, if the governance is not fast enough, it's futile. I was listening in yesterday and we were talking about all corruption and a lot of those issues. These things are not alien to us. We've lived through these and we've seen how corruption existed in almost anything and everything that you wanted to do. I remember when I got my first passport, it was a huge challenge. Not only did I have to wait a long time, there were a couple of palms I had to grease, honestly, yeah, not to be quoted. I know there's media around here, but not to be quoted. But yes, things were fairly difficult. Today, everything is automated. Everything is E, and we are actually moving towards M, what you spoke about, M governance. Now, what is M governance? You make it even more simpler. Rather than having a computer or a laptop, you actually work through your phone, and that's mobile governance. And there is an app for everything today in India. There's an app for everything. There's an app for education. There is an app for healthcare. There's an app for skilling. There is an app for visa. There is an app for prisons. There is an app for agriculture. There's an app for anything.
While the world talks about appification of the world, I think India is probably a phenomenal example because the challenges that India has, are very different from the developed world. It's still a fairly emerging economy. There's still so much to do, and the population. You talked about, how much was the population of Estonia? Sorry. 1.3 million. We have 1.3 billion. Small difference. Small difference. But huge complexity. Yeah? My apologies, William. I was just testing your general knowledge, though. Okay. Immense challenges. But what is one thing that stood out? We talked about these 3 pillars of digital innovation. Digital transformation. The underlying thing for that is innovation. You said, can we learn anything from India around smart cities? Of course you can. But is there one size that fits all? Probably no. Because every nation will need to evolve depending upon the problems that they have. The solutions will be very local. The learnings can be global, but the solutions have to be fairly local. I'll tell you where our learning started. It all started in Barcelona, and that's where the whole smart cities concept really started. Let me give this as an example if people don't know about this. And since I wear 2 hats, one is I'm from the industry chambers in India, and I run the chair of smart cities, and I also work for Cisco. So I'll use the Cisco hat on right now and give you an example, which is what happened in Barcelona. This was, I think, about 8 years ago. We were at Barcelona and we were having this conversation with the government, and they said, we have a serious issue. We have these garbage trucks who come in and the lanes are very narrow, and they stop and they have to take off the garbage from the bins, and they have to keep opening all the bins. 60% of the bins could well be empty. But the problem is they don't know. They have to keep checking which bin to clear. And what happens as a result is the entire traffic is waiting because the lanes are so narrow till the garbage truck passes by, you just can't move. So what issue you have is effective disposal of garbage, and you have a biggest challenge of traffic congestion, which leads to environmental issues, people getting frustrated, XYZ. Very simple solution. We decided to put these sensors in the bin, and now when the person was coming to clear the bins, before that he knew probably out of 60 he needs to clean only about 10 maybe, and maybe out of that 5 are half full, so he can probably wait till his next trip. So the work could be done in a fraction of a time. This is the advent of smart cities. In India, for example, every city has done something different in terms of smart cities. There are these common themes which say smart parking, smart electricity, smart lighting, environmental. These are the common pillars that you'll probably see everywhere you discuss about smart cities. But how do you build a smart element which is more close to the problems that you face? Now that's the big challenge. Yes. We have a beautiful city of Goa. It's a very touristy beach place like Sus. Yeah, very nice. A lot of beaches, there are a lot of tourists coming in. And the challenge there is the municipality was saying, how can I keep growing my revenues? I want to go for smart cities. I want to have all the smart elements. But can I grow my revenues thanks to smart cities? Okay, they said, why can't I charge a differential rate for garbage for different institutes, depend upon, or different organizations, depending upon the amount of garbage that they throw or dispose? Fantastic idea. Nobody had thought of that earlier. And today, as part of their smart city, this is what they've built. They have a differential charge based on the amount of garbage that is getting disposed. Simple example, but let me now take a step back again on how the smart city journey really started in India. Smart city was actually, and do please give me a time check. I can keep talking till cows come home. I just love my voice. 5 but do that. The Digital India Initiative, when it was, we started thinking about this, one of the key elements of Digital India was how do we really build a smart nation?
And under that, the government decided to put some capex on 100 smart cities. Nowhere in the world you will find a nation who's had 100 smart cities. 100. Yeah? You might find 5, 6, 7, 10, 100 smart cities. And the government said, let's go ahead and push this money in these cities and give them various ideas, few building blocks which are going to be standard, and rest they allowed them to think through and see what difference they could make. I keep getting this question on what smart city really done for India. I go to India, I don't see the city really become so smart, right? Because it is not that smart city is not about what is really visible to you. There's a lot happening behind the scenes. The command and control centers, they become the nerve of a city. And you cannot have enough money to put on capex to turn everything smart, right? Because there is a lot of money that is required to do this. But yes, there have been significant savings in terms of simple things like electricity. If I were to poll, I think across the world, 30% of all municipality expenses is electricity. Average. I don't know what it is here in Tunisia, but should not be very off. And 50% of that is wastage. Because most of the time, either the lights just remain on when it is not required, and sometimes when they are required, they are not on, and you don't get to know, and you spend a lot of time and money on maintenance. This is a very simple and the easiest ROI that we have seen across the globe, which is just the management of electricity. Yeah. There is water, parking, environment, lots of these things. I'll give you another example of the city of Jaipur in the northern part of India. Again, a very touristy place. I see you nodding. Have you been there? Okay. If not, it's a beautiful place. Jaipur is a place you should definitely go. Very cultural, very, very beautiful. So in Jaipur, they again had a different challenge. So while they wanted it to be a smart city for all the tourists, they also wanted to build something which is very easy for tourists to know about the history of the place. Because there is so much of history and culture, they wanted people to understand that. They started building this interactive kiosk, for every monument now there is an interactive kiosk there, which is further linked to your command and control center. So not only you build a safe city, which has got CCTV cameras everywhere, you build an intelligent city. But as I said, the underlying theme of everything is innovation. These are various cities who just thought differently. And I often quote this very often. I often quote this, that's better. Silicon Valley is not a place. Silicon Valley is a state of mind. Silicon Valley is a state of mind. And that is what will help you as a nation today leapfrog if you build that culture of innovation. I heard the girl speaking yesterday on the pent-up frustration why things are not moving. Why are we not learning robotics? Why are we not learning AI? Today is the time to really start involving the youth in solving some of the most complex problems. Believe me, we've done number of hackathons in India. Now hackathon seems to be the buzzword. Every city, every state is doing these hackathons where they're calling these university kids to come up with ideas to solve very complex problems. And the ideas are fantastic. They've come up with some of the most brilliant, most innovative ideas. And that is actually the first step to building a Silicon Valley. I'll take a step back again and on the digital transformation journey. What did India do? India ensured that there is an optical fiber network, which is what we called as BharatNet, or the National Optical Fiber Network. Again, nowhere in the world you'll have such an extensive fiber optic network which is getting laid. 250,000 villages. That's a big number. We're a big country in terms of population, as I said. 250,000 villages getting connected. Every village to have 10 Gbps of throughput. Just look at the kind of revolution now that brings, right? Everybody is connected, and none of the things that we just spoke about would have been possible if firstly this infrastructure is not there.
So the BharatNet does that. Secondly, India is such a diverse country, still fairly poor, lots of poverty, lots of illiteracy still. So even M-governance at times does not help us, because for doing M-governance, most of it you require smartphones, and the smartphone penetration is not that high. So the government thought of building the concept of citizen service centers. Now that's fantastic again. That means every village today has something called as a citizen service center, where today I need a copy of my birth records. I don't need to go to this city to get that. I can just go to this citizen service center and get that out. Now, did the government put that money? No. This was another interesting concept of public-private partnership. They built concept of village-level entrepreneurs, VLEs. Now, the village-level entrepreneur actually puts this investment together to build a CSC, and he generates revenue through all the transactions that he does, a nominal fees. In the olden days, a person in the village would have to probably go to the city, again bribe a few palms, spend probably a week there to get his certificate. Now this makes it so much more simpler. Almost towards the end. Yes, I would like to ask, but it's very important what you did say, but I would like to know about M-government. Yeah, so today India is moving toward M-government after E-government, and the rapid spread of mobile ICT such as laptops and mobile phone and personal digital assistant. We would like to introduce what is the initiatives of M-government. Thank you so much. So as I said, the M-governance is nothing but the entire application which I spoke about, how you can have an application today for everything. And again, a lot of things that have to be done may not, the app may not be sufficient. You need to have some sort of a dual check, and that's where the biometric card also comes in. So India has a unique ID card, just like you showed, but it's the world's largest biometric ID. Huge. So people have an Aadhaar card, which is their UID, unique ID, and they have their phones. So with the two combined, they can today transact and do almost anything and everything. A very interesting example is the concept of a DigiLocker. It's a digital locker on the web, right? Where all your certificates, anything, your licenses, your birth records, everything, you can just put it on the DigiLocker, right? You have the password, you have your Aadhaar card, and that's how you have very rare chance of any security problem. Because security, one can never say 100%, but this is very, very limited chance of doing anything around any security issue, right? So DigiLocker is probably a great example. Another app which was developed is for farmers called AgriApp, which is another very interesting example of M-governance. Now in that, today a farmer is tracked through GPS based on that application, and the farmer would know what would be the right price for the crop within 50 kilometers of his area. Yeah? Yes. So today, no farmer can be cheated by a middleman by quoting him a very low price for his crops, and that's where most of the farmers really suffer. They can do this check on their phone itself, which is again a great example of M-governance. In fact, I think India is probably the world's biggest digital transaction country. By next year, we have 45 billion digital transactions that will happen, all cashless. Now, this is another key ingredient to building M-governance, which is what we call as UPI, a unique payment interface. This has made life so much more simpler for people to transact, right? In fact, I was just giving an example to somebody that I consider myself as a tech leader and I go and do the stalking, but I was actually, my driver actually came and told me, "So why don't you use digital banking? It's so much more convenient." And I was like surprised, and he would say, "Hey, it's so simple, just push and your work is done."
And that was a big learning for me, and that's when I said, India is really changing. The digital literacy is actually going through through all parts of the country. And that's where M-governance is becoming even more popular. Yeah? There are multiple applications around M-governance. I could keep going, but unless you want me to dwell more on that, I would rather speak about security and some of the other areas. Yeah? Okay. Make sense? Yes. Thank you. I have the permission. So I'll speak about the other things, because yesterday was a very interesting discussion when we were talking about what technology can do, the positives and the negatives as well. We're saying there are questions around morality, yeah, there are questions about ethics, there are also questions around societies and how societal changes can happen thanks to internet. Okay. Yeah. Big challenges. On top of it, we have this term called Internet of Things. We are saying 50 billion devices will get connected by next year to the internet. 50 billion. Anything and everything gets connected. So look at what it does to security. There was a time when you had a computer and you said, oh, I've got some bit of stuff involved here which will probably save me from security attacks. Yeah? But today, a street light which is connected is actually a point of attack. This is how the world is changing. Yeah? There's so much happening. Now the question is, what do I do? Do I move forward, or do I actually start living in a closed economy? I don't think we have a choice. But we have to be intelligent about it. We have to ensure that we have all the right checks and balances. We have to have some sort of framework for anything and everything that we do. If something works in the US, doesn't mean it'll work in Tunisia as well. You know, there are societal issues as well. There are so many other issues that you have to take care of. And that's where I say the advantage at times in being laggards in terms of technology is you can actually leapfrog. You can learn from the examples of others. And this is but the underlying, again, I keep saying this, and I actually want to use one of my favorite quotes here, which is by Sir George Bernard Shaw, which goes like this, which says, people see things as they are and ask why. I see things that never were and ask why not. Probably, to my mind, that is one of the best quotes on innovation. There's a lot of why we cannot talk about, why this didn't happen in Tunisia for so long. Was it the government's fault? But this is all hindsight. Why not? What can we do? Can we really come together and build a knowledge economy? Yeah? But at the same time, can we ensure that we use technology wisely? This technology is a wonderful slave, but it's a dangerous master. You have to use it very, very judicially, and that is why when I spoke about all the security frameworks, etc., that's all very, very critical. And I know my time's up, but I'll end it with one last quote, you know, because there'll always be the naysayers everywhere. You know, and again, to end, I would use another of my favorite quote, which says, 2 men behind the bars, one saw the dust, the other saw the stars. You know, it's about a mindset. You can either say it's all doom and gloom, or you could look on the optimistic side and say, how can we leapfrog? How can we become better than any other nation? With that, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Amit Malik, for your honorable speech. Donc, on va passer au résultat du sondage. Monsieur Anouar Maalouf, il est avec nous, le ministre de la technologie de l'information. Peut-être on pourra savoir après pourquoi la Tunisie n'a pas vraiment assuré la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle de digitalisation qui présente des opportunités et des menaces aussi. Le sondage qu'on a lancé au début de ce panel, pourquoi la Tunisie n'a pas réussi la transformation digitale numérique de son administration, c'est résistance au changement,
ou bien manque de ressources ou volonté politique. Donc, résistance au changement, vous avez répondu tous, la majorité, bon, avec 19 voix, et volonté politique avec 16 voix. Manque de ressources humaines et infrastructures, c'est 4 voix. Donc, on pourra comprendre pourquoi la Tunisie n'a pas vraiment réussi cette transformation digitale. Oui. Excusez-moi, moi je pense qu'on peut additionner résistance au changement et volonté politique. Oui. Excusez-moi, moi je pense qu'on peut additionner résistance au changement et volonté politique parce que la volonté politique n'y est pas, ça c'est sûr. Exactement. Et c'est cette volonté politique qui fait la résistance au changement. Donc, pour moi, 16 plus 19, ça fait... Bien évidemment, c'est tout à fait logique. Donc. 35 sur 4. Donc, 90% des gens pensent que c'est la volonté politique, à mon avis. Hein. En fait, s'il n'y a pas une volonté politique, il n'y a rien, certainement. Et de ce fait, on comprend pourquoi il y a la résistance au changement aussi. Donc, on va passer avec le troisième speaker de ce panel. Donc, on va parler aussi de la digitalisation avec Monsieur William Clappart. C'est le responsable des solutions sectorielles du gouvernement IBM pour le Moyen-Orient et l'Afrique avec une spécialisation en sécurité publique. Alors, Monsieur William, donc, quelles solutions offertes pour la transformation digitale des gouvernements selon les services offerts par IBM? What solution about for the digital transformation of government according to the services offered by IBM? You can speak the language what you want. Ça va, je vais essayer de le faire en français, je suis belge. Okay, puisque tout le monde en salle, il comprend le français. Donc je vais dire 70 au lieu de 70, il faut m'excuser pour ça s'il vous plaît. Donc tout d'abord, je vous remercie pour l'occasion d'être ici présent aujourd'hui. Je suis vachement impressionné par les interlocuteurs, les participants. Je trouve que le débat c'est un bon niveau. Je me permets en fait commencer avec la discussion sur la crise. Et je pense que j'ai moins de temps que mes autres collègues. Non, vous aurez le temps qu'il vous faut. Et je vais être aujourd'hui un peu provocateur et je vais vous mettre au défi. J'ai l'honneur et le plaisir de souvent discuter avec des ministres et finalement je dis toujours, si on n'arrive pas à avancer, c'est cause à soi-même. C'est vous-même, c'est pas uniquement la politique, c'est également les entreprises qui doivent prendre l'initiative. Donc vous avez bien raison, la politique doit créer un cadre, mais s'ils ne le font pas, soyons clairs, il faut quand même avancer. Okay? Donc je vous mets à la défi, je reviens si je suis invité d'ici 1 an ou 2 ans, et on peut faire le point si on a vraiment avancé ensemble. Donc à nouveau, c'est à vous de mener le changement de votre pays. Okay? Souvent on parle d'une crise. Parlons d'une crise. Est-ce qu'il y a vraiment une crise? Est-ce qu'on parle d'une crise technologique? Franchement, il n'y a pas de crise technologique. La technologie va bien. Oui? Mais... ça avance, on investit, on trouve des nouveaux algorithmes, ça va bien. Le problème se trouve autour. C'est les gouvernements qui n'arrivent pas vraiment à suivre l'évolution et la rapidité avec laquelle la technologie avance. Donc je vous donne un exemple. On parle pas souvent d'un taux de pénétration de la technologie. Ça veut dire que ça prend à peu près. Ça veut dire qu'il faut que 25% de la population américaine adopte une certaine technologie. Et je vous donne l'exemple. Par exemple, pour adopter l'électricité, il a duré 46 ans pour que 25% de la population ait accès à cette technologie. Pour le radio, c'était 31 ans. Pour l'Internet, c'était 7 ans. Oui. Pour les smartphones, c'était 10 ans. Ça veut dire que la rapidité avec laquelle la technologie arrive, c'est incroyable. Oui. C'est parfois, pour être franche, effrayant. Okay? On parle de artificial intelligence, on parle de quantum computing. Le monde sera complètement différent d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Okay? Et on n'a pas le temps d'attendre. Donc, je vous mets à la défi.
soyez ambitieuse, faites le changement vous-même. N'attendez pas que le gouvernement fasse quelque chose pour vous, faites-le vous-même. Okay? Et force le gouvernement de faire des choses, c'est-à-dire mettre le gouvernement au défi d'investir, de créer un certain cadre pour être innovateur. Donc parlons brièvement des solutions IBM. Tout d'abord, je commence toujours par l'explication qu'IBM, tant qu'entreprise, on a beaucoup changé. Tout le monde nous connaissons comme une entreprise qui vend du hardware, on vend du mainframe, du storage, etc. Ça reste très important, mais la majorité de notre revenu maintenant vient des services et des applications. Okay? Et IBM, on est vraiment devenu une entreprise de data, des données. Ça veut dire qu'on cible deux choses, c'est-à-dire l'intégration des données, l'analyse des données et l'automatisation des processus dans les gouvernements, dans les entreprises. Et je vous donne quelques exemples. Concernant l'intégration des données, souvent on me dit on n'a pas vraiment les données, nos données ils n'ont pas une bonne qualité. Je ne suis pas d'accord. Franchement, vous avez des tonnes de données. Il y a des données vachement qui sont complètement autour de vous. Pas uniquement dans votre société ou soit dans votre agence, mais également des données qui sont chez les partenaires, chez les autres agences, etc. Donc le premier élément que je dis toujours, c'est qu'il faut intégrer ces données. Et ça a l'air simple, point de vue technologique, ce n'est pas si difficile. À niveau, c'est plutôt un problème politique. Okay? Et souvent, les ministres me demandent comment est-ce qu'on commence ce processus. Et je pense qu'on l'a déjà cité à plusieurs reprises. Pour moi, il y a deux éléments. Il faut du leadership, il faut une véritable vision, il faut une volonté pour avancer ensemble et il faut commencer petit par petit, donc pas par pas. Et il faut chercher 2-3 agences, 2-3 départements qui sont comparables à la vôtre ou qui ont par exemple une vision partagée, qui ont un avantage qui est le même et commencent à travailler ensemble pour partager les données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'IBM peut faire pour vous, point de vue technologie. C'est à niveau, dès que vous avez identifié les données à intégrer, nous pouvons justement faire cette intégration pour vous. Et ça va apporter beaucoup d'intelligence, beaucoup de visibilité. Je donne un exemple, par exemple. Je ne vais donner pas un exemple, par exemple, mais je donne un exemple. On a récemment fait un projet pour l'Égypte. Le problème était très simple. Ils avaient tout plein de données des citoyens, mais ils n'arrivaient pas à avoir une vue de 350 degrés sur le citoyen. Okay? Donc, ça posait des problèmes au niveau taxation, ça posait des problèmes au niveau, par exemple, d'immigration de certains touristes qui venaient à leur pays. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans toutes les bases de données qu'ils avaient et on a su intégrer ces données pour avoir une seule vision, une vue unique sur soit un touriste qui allait venir, soit sur les citoyens. Et ça les a amenés à faire des savings très importants. Donc le point, c'est à niveau, vous avez les données, fasse en sorte que ça soit réuni, unifié dans une certaine vision unique des personnages ou des citoyens. Le deuxième élément que je voudrais aborder, c'est ce qui concerne l'automatisation. Donc ça veut dire automatiser les processus. À nouveau, quand je parle d'une modernisation ou transformation du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement doit devenir plus efficace. Okay? Ça veut dire plus rapide et pour mieux concentrer les ressources aux tâches, aux activités qui apportent une valeur pour soit le gouvernement, soit pour les entreprises. Et je donne un autre exemple. On a fait un projet pour un pays que je ne peux pas citer, mais c'est un pays qui avait des problèmes d'importation des conteneurs via la mer. Et pour eux, c'était très important de monter au niveau, ce qu'on appelle en anglais the ease of doing business, donc l'aisance avec laquelle on peut faire du business dans un certain pays. Donc, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que, de l'un côté, on fait l'importation plus facilement, que les conteneurs ne soient pas dans les ports pendant 4, 5, 6 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ce processus? Et qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour garder la sécurité également de notre pays? Et on a fait une chose très simple pour eux. On a installé une solution qui capte directement ce qu'on appelle les déclarations ou les manifestes qui viennent des bateaux ou des carriers. Et on analyse en temps réel
toutes les données de ce qu'on appelle par exemple le HS code, le pays d'origine, le trajet du bateau, etc. Et on est capable de cibler exactement quels sont les conteneurs à haut risque. Okay? Donc ça veut dire que maintenant, au lieu d'envoyer une centaine, c'est un grand pays, mais des milliers d'agents pour faire des inspections, ils savent maintenant envoyer exactement, il faut aller voir ces conteneurs, il faut chercher par exemple pour des produits stupéfiants, ou il faut chercher des produits, les fausses déclarations par exemple, quelqu'un qui fait une déclaration des bananes par exemple, mais qui importe un autre produit. Et je ne peux pas vraiment citer les nombres parce que c'est un peu délicat, mais on a su augmenter le revenu des droits d'importation entre 2 et 5%. Ça ne semble pas beaucoup, mais croyez-moi, je ne connais pas les chiffres pour la Tunisie, mais 2 à 5% plus d'impôts au niveau des déclarations, c'est important. Deuxièmement, on a su augmenter le temps de clearance, donc le temps de faire l'importation. Il est descendu, je pense, de 6 semaines à 3,5 semaines. Donc pour eux, pour attirer des investissements, c'est un atout incroyable. Et troisièmement, on a su augmenter également la sécurité. Donc ils ont moins de produits interdits qui rentrent dans le pays. Et le processus, et l'agence dans sa totalité est devenue beaucoup plus efficace. Ils ne le font pas avec moins de personnes. Souvent, on me pose la question, quand nous allons automatiser quelque chose, est-ce qu'on aura moins de fonctionnaires? Moi, je dis toujours, ça dépend si vous voulez avoir moins de fonctionnaires. Dans certains pays, et je suis belge, avoir moins de fonctionnaires, ça reste un peu délicat. Donc, l'élément, c'est que nous allons utiliser nos ressources d'une façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante ou pertinente. Donc, je parlais brièvement de notre capacité d'intégrer des données, de vous aider à automatiser les procédures. Et le dernier élément auquel je voudrais toucher, ça concerne la méthodologie. Donc, je sais qu'on est une entreprise technologique et croyez-moi, on a tout plein de technologies qui sont exceptionnelles. Mais l'élément important, c'est aussi de voir comment est-ce que nous pouvons résoudre certains problèmes. Et souvent, on parle d'une transformation, et c'est vrai qu'il faut oser transformer, il faut lancer le défi, mais il y a aussi une certaine méthodologie, une façon pour le faire. Et un des éléments que IBM fait, c'est qu'on utilise une méthode qu'on appelle des garages, c'est-à-dire on va faire une collaboration entre le gouvernement ou une entité privée pour créer une structure avec des processus et avec des technologies IBM qu'on puisse mettre à la disposition de faire de l'innovation. Donc, on l'a fait par exemple pour Orange, l'entreprise française téléphonique. Et eux, ils ont vraiment utilisé cette plateforme pour créer des nouvelles solutions pour leurs clients. Et je donne toujours un exemple, et c'est un exemple vrai. J'habite à Dubaï. Et Dubaï est souvent considéré comme un pays très riche, très avancé. Et on a fait un projet pour créer une nouvelle application pour des femmes enceintes. Je vais vous dire qu'on était 8 hommes et 2 femmes. Okay? Et on a créé une application qui était, d'après nous, exceptionnelle. Deux mois plus tard, on a présenté cette solution à un groupe de femmes enceintes et on a découvert que notre application était en fait nulle. Ils ont dit l'application est nulle. Et très simple, on avait complètement oublié en fait de penser comme des femmes enceintes. En tant qu'homme, j'ai du mal à comprendre ce processus, je dirais. Et par exemple, je vais vous donner un exemple qui me frappe toujours. Un des éléments qui était très important pour eux, c'est évidemment savoir quand sont les prochains rendez-vous, etc., quelles sont les étapes, quels sont les éléments biologiques qui se passent, mais également, ils voudraient savoir où sont les toilettes le plus près, en fait, parce qu'apparemment, une femme enceinte, j'ai appris ça, ils doivent y aller souvent. Donc, le point que je voudrais faire, c'est en fait ce que si vous n'impliquez pas votre utilisateur, vos clients, vos clientèles, vous pouvez avoir des applications incroyables, mais qui ne servent à rien. Oui? Et c'est justement cet élément, ce processus de garage design, ou design thinking des garages, qu'on utilise pour en fait mettre à disposition des techniques et des technologies pour nos clients pour en fait stimuler et faire l'innovation.
Un autre exemple que j'ai récemment vécu, c'est par exemple à Dubaï, on a créé une AI Lab. Donc moi, je suis très pour tout ce qui est innovation. Moi, j'adore la transformation. Et qu'est-ce qu'on a fait pour eux? On a en fait créé un centre de recherche avec notre technologie, mais également avec des technologies de nos concurrents, pour être très franche. Et nous allons envoyer nos spécialistes pendant une période de 2, 3, 4 ans pour créer ensemble des nouvelles use cases artificial intelligence. Et le but, c'est en fait d'identifier des use cases, de créer ce qu'on appelle des MVP, des minimal viable products, donc des petits pilotes, pour qu'eux puissent développer eux-mêmes. Donc, à nouveau, c'est une question de IBM qui apporte la technologie, le savoir-faire, mais de faire en sorte que la population et les compétences locales soient éduquées pour en fait reprendre et mener cette évolution. Donc, les petits concepts comme the AI Lab, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Et avant que je termine avec mes 2 minutes... J'ai une autre question. Oui, j'ai une autre question. Je l'ai noté, il est encore là. Ça va. Je vais vous laisser poser la question, ne t'inquiète pas. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est à nouveau, il faut oser faire des petits projets. Souvent, on me demande comment est-ce qu'on peut transformer. En fait, soit on a 2 options. Soit vous avez beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition et aucune résistance politique, ce qui sera super. Soit vous commencez avec des petits pas. Donc, commence avec des petits pilotes. Identifiez des petits projets qui peuvent apporter beaucoup de valeur. S'ils ont de la visibilité, tant mieux. S'ils n'ont pas de visibilité, tant pis. Mais faites les petits projets. Je constate souvent que les ministres, ils ont une vision exceptionnelle, mais ils discutent pendant 3 ans. Et je suis belge. En Belgique, ça prend 5 ans. On discute 5 ans sur la vision, mais on ne fait pas grand-chose. Okay? Je vais vous mettre le défi. Faites le petit pilote et ça ne coûte pas non plus des milliers de dollars. J'ai entendu hier, par exemple, que vous avez apparemment des ressources financières qui sont quelque part gelées sur un compte bancaire. Mais ça sera bien d'avoir cet argent-là, mais commence quand même avec des petits pilotes, de petits échanges, de petits tests pour voir quelles sont les valeurs apportées de la technologie. Très bien, c'est très important. Et j'ai vraiment apprécié votre intervention, Monsieur William. Donc, le monde autour de nous, il est en train de changer radicalement au niveau digitalisation et autres. Donc, la Tunisie n'a que de suivre cette veille technologique parce qu'aujourd'hui, on parle de cloud, de big data, 5G, robotique et tout. Donc, on doit suivre. Je sais que l'infrastructure n'est pas vraiment adéquate et équitable pour que cette veille technologique nous suit aussi. Mais on doit commencer, on doit agir, on doit aller vers l'avant. Donc, de ce fait, j'aimerais bien vous poser une autre question sur le meilleur programme que vous suggérez pour le gouvernement tunisien concernant les villes intelligentes et les smart cities. Donc, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Je n'ai pas la bonne réponse, je dirais. Mais il y a quelques principes quand même. Donc, pour vraiment réussir tant que pays digital ou smart city, tout d'abord, il faut avoir la stratégie. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Tant qu'IBM, on aide beaucoup de nos clients d'établir cette stratégie. Deuxièmement, il faut avoir le roadmap, c'est-à-dire il faut savoir traduire cette vision dans des pilotes, des trajets bien identifiés. Et troisièmement, je dirais que il faut se lancer. Donc, on a les stratégies, on a les roadmaps et on a les pilotes qu'il faut entamer, qu'il faut réaliser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais mentionner également, c'est qu'il faut oser penser d'une façon différente par rapport à vos partenariats. Je donne souvent l'exemple, et je suis juriste de formation, donc je respecte les lois évidemment d'une façon mitigieuse, mais il faut quand même plus de flexibilité dans votre façon d'interagir avec des partenaires. Un des éléments clés, c'est en fait de créer des types de contrats cadres, et je le vois de plus en plus dans mon secteur, parce que les gouvernements savent qu'ils voudront faire, mais pas tout est défini d'une façon précise et d'une façon détaillée à l'avance. Donc maintenant, de plus en plus,
nous allons créer des partenariats où IBM va investir. On peut vous mettre à disposition certaines technologies AI ou certaines technologies cloud, par exemple. Mais également, c'est à vous d'ouvrir la porte pour la discussion et de créer quelque chose ensemble. Donc, au lieu de faire des appels d'offres très, je dirais, restreints, qui prend toujours du temps pour être défini, être attribué et être exécuté, je suis de plus en plus en faveur pour des collaborations basées sur un framework, un cadre en fait. Donc un de nos clients, c'est une ville qui s'appelle Neom, c'est en Saoudi. Et avec eux, parce qu'ils ont une vision exceptionnelle, ils ont beaucoup d'ambition, ils ont convenu avec nous maintenant un type de cadre pour qu'on puisse fournir certaines ressources à la demande. Parce qu'à ce moment-ci, on ne sait pas encore ce que nous allons faire au niveau projet détaillé. Donc, au lieu de donner, je dirais, un projet précis, on donne un cadre dans lequel on peut collaborer avec cette entité. Donc, je dirais, la façon de penser sur un partenariat doit changer. Penser à faire des collaborations avec plusieurs partenaires. Et soyez ambitieuses par rapport à vos projets, vos ambitions. Très bien. Et faites-le. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. Merci beaucoup, Monsieur William Clapart, pour cette intervention. Donc, et avant de passer à Monsieur Zubair Cheib, qui est le président directeur général de Hightech Tunisie, je vous invite à voir ce reportage. Ce VTR il est élaboré par l'IACE et qui présente des recommandations de l'IACE concernant la transformation digitale. Et bien évidemment, il pose tout d'abord les difficultés que trouve la Tunisie face à cette transformation digitale. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. أيام المؤسسة. الأزمة التكنولوجية، التحول الرقمي للدولة. انطلقت الدولة التونسية بصفة تعتبر مبكرة في اعتماد العالمية وذلك منذ السبعينات، ولكنها لم تنجح في التأقلم مع التطور في اعتماد التكنولوجيا لتحسين الخدمات الإدارية، مما تسبب في تأخر ترتيبنا دوليا في النجاعة الإدارية بسبب بطء الإجراءات. ورغم الوعي اللي تعبر عليه الحكومات في عدة مناسبات بوضعها لبرامج وقوانين لرقمنة الإدارة وتحسين أدائها، مما يعود بالنفع ضرورة على صورة تونس وجاذبيتها الاقتصادية لدى المتعاملين معها من الداخل والخارج، وزيد يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات مثل الرخص والوثائق، ولكن أيضا لتطوير العمل الأمني. الطموح هذا والوعود الرسمية الحكومية كانت ضحية نفس الإدارة البطيئة في تطوير نفسها وتطبيق القرارات للانتقال التكنولوجي، الشيء اللي أثر على النمو. من توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تسريع التحول الرقمي للدولة، ويقترح المعهد هذه الأفكار للنقاش. هيئة عليا لرقمنة الخدمات الإدارية تلحق برئاسة الحكومة للتنسيق وضمن الانسجام وحسن التعاون بين مختلف الأجهزة في إنجاز برنامج الرقمنة. مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية في أقرب الأجال، والتسريع في انطلاق العمل بالمعرف الوحيد والهوية الرقمية للمواطنين بطاقة التعريف والجواز البيومتري. العمل على وضع برنامج لرفع الأمية الرقمية للأطفال من خلال إدماجها في المناهج التعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك لتمكين الأجيال الجديدة من لغة القرن ال21 وتعطيهم كفاءة في كل ما يتصل بالتكنولوجيا الرقمية والقيمة المضافة لها، بنتيجة تدريب الأطفال وإعدادهم لعالم بصدد التغير ومهن جديدة سيفرضها التطور التكنولوجي المتسارع، ولإيجاد حلول لمشاكل سنواجهها حتما في المستقبل، مع إفراد قطاع التكنولوجيا بنظام جبائي خاص بهدف الحد من مخاطر التحيل والتهرب الضريبي. Merci beaucoup à l'IACE. Donc voilà, j'invite Monsieur Zubair Cheib, qui est le directeur général de Hightech Tunisie, pour voir avec lui comment remédier à cette ignorance digitale principalement. Et puis, vous pouvez aussi nous donner quelques recommandations pour que la Tunisie fasse face et puisse faire sa transformation digitale. Merci. Bienvenue.
Je peux parler parce que Mme Zohra-Driss demande la parole. Oui. D'accord. Très bien. En fait, on a voulu prendre les interventions des représentants qui sont présents dans la salle après, mais voilà. Vous avez la parole. Tout à l'heure, monsieur avait dit que souvent, en une année, vous gagnez 840 années de travail. Quand l'IACE fait ce genre-là de reportage, de VTR, moi je pense que si l'IACE ne met pas la durée d'intervention de l'État, c'est bien ce qu'on vient de voir, mais vous êtes obligé de faire ça avec un planning. Vous êtes obligé, c'est-à-dire le gouvernement, le ministère d'éthique est obligé de faire ça. C'est le peuple, c'est-à-dire c'est les citoyens qui le demandent au gouvernement. C'est les citoyens. On ne peut pas vous laisser faire un programme sans timing et sans donner des résultats, sur la durée. Voilà, concrets sur une petite durée. Vous êtes obligé de faire ça. Critique Je vous remercie. matinale. Merci. Donc, vous pouvez donner le micro. Merci beaucoup, madame. C'est Anouar Marouf, vous pouvez prendre en considération, c'est ce qu'elle a dit. Donc voilà, vous pouvez, monsieur Zoubaïr, prendre la parole. Donc. Merci à nos chers invités de leur présentation et leur expérience. Malheureusement, je voudrais faire un petit rappel, surtout aux jeunes et même à monsieur le ministre qui est présent aujourd'hui, sur les efforts qui ont été faits au passé par les gouvernements. Vous savez que dans le temps, dans les années 80, fin des années 70, des années 80, il y avait le réseau interministériel de communication qui s'appelait le RIM. Donc on était précurseurs au niveau de la technologie et tous les ministères communiquaient entre eux avec un réseau interministériel sur cette base. Vous savez qu'un secrétaire d'État de l'informatique en Tunisie, c'est Mohamed Ben Ahmed, a fait tout un projet aussi, un projet gouvernemental pour permettre aux ministres, aux ministères de communiquer entre eux avec des systèmes très développés de visioconférence, et c'était dans les années 95-96. Donc l'administration a anticipé, il y avait une volonté d'instaurer la technologie dans sa communication et dans le partage, et avec des systèmes sécurisés et tout. Vous savez qu'au niveau de l'introduction du mobile ou le GSM, la Tunisie a pris beaucoup de retard, et l'introduction du GSM en Tunisie n'a eu lieu qu'en 1998. Pourquoi? Parce qu'on était dans un système autre de dictature, si on peut dire ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait un problème de sécurité. Parce qu'au début, au lancement du GSM, il n'y avait pas les systèmes d'écoute. Donc nous avons attendu le temps où on peut instaurer des systèmes d'écoute pour introduire le GSM. Mais entre-temps, on a perdu à peu près, même sur la valorisation de la privatisation du mobile, on a perdu des milliards de dollars. Et le Maroc nous a anticipé, ils ont pris ce risque de sécurité, ils ont anticipé, ils ont privatisé le secteur de télécom. Donc nous, on a fait ça qu'en 1998, avec une condition d'avoir un système d'écoute pour le gouvernement, pour sécuriser le pays. Donc, vous savez qu'en 96-97, la Tunisie a mis en place le pôle technologique, le RASEL, qui était une initiative, on parle de Silicon Valley, mais il y avait cette initiative des gouvernements et de la volonté politique de travailler sur l'intelligence. Les premiers centres de développement de logiciels
ont été instaurés au niveau du parc technologique Razel depuis 1996. Vous savez que lorsqu'on a voulu implanter le système du GSM, il fallait des équipements spécifiques pour ce qu'on appelle la radio, pour implanter les pylônes et tout ça, et que même en travaillant avec Tunisie Télécom, que tout le matériel a été saisi par la police parce qu'on a utilisé du matériel pour identifier les points et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les autorisations nécessaires de prendre, d'avoir des GPS. GPS était interdit. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui des solutions ou des entreprises qui sont spécialisées dans le GPS. Vous savez que toutes les applications existantes aujourd'hui, on utilise Google. Et ce n'est pas officiel. Donc, il y a cette mentalité, et monsieur le ministre, s'il voit un peu dans les territoires et dans son ministère, il va trouver tous les plans et toutes les études et la contribution de l'UTICA, la participation du secteur de l'informatique sur des solutions d'e-government. On parle de santé, on parle d'applications pour le transport, on parlait de tout, on connaît tout. Nous, on a toutes les études, on sait tout, et monsieur le ministre peut témoigner, on connaît le mal, mais on n'a rien fait entre-temps. Franchement, aujourd'hui, pour répondre à la jeune élève Amel Ben Saad, hier... Elle est... Bon. Donc, pour répondre à ça, on n'est pas en train de comprendre, on n'est pas en train de répondre aux besoins de nos enfants. Nos enfants sont en train, ils ont d'autres dispositions. Et le frein, c'est quoi? Madame Zohra Driss, elle a dit, elle a précisé la volonté politique. Nous, on a cru qu'après la Révolution, franchement, et le secteur surtout d'éthique, on était très ambitieux, on était très optimiste que, ça y est, le gap et le retard que nous avons eu, le seul moyen, c'est la technologie. La technologie, si elle a évolué, pour deux principes. Optimiser les ressources et partager les ressources en temps réel. Et c'est ça. Et l'administration aujourd'hui, le problème, ce n'est pas politique. C'est le problème de la mentalité du fonctionnaire qui ne veut pas partager l'information qu'il a. L'handicap, c'est ça. Nous avons les compétences. On parle de fuite des cerveaux. Mais ce n'est pas vrai. On parle de tout ça. Pourquoi les fuites de cerveau? Parce qu'ils ne trouvent plus d'emploi. On parle aujourd'hui, et j'ai vu les études aujourd'hui, que ce secteur d'éthique était le secteur qui va garantir 50 000 emplois par an. Et les ex-ministres des communications, ils se sont engagés sur ce programme. Depuis, d'ailleurs, et l'étude qui a été faite par Moslem Zrani, on a perdu des emplois depuis 2011 jusqu'à 2017. On a perdu dans ce secteur des emplois en Tunisie. Donc le problème, ce n'est pas aujourd'hui le problème de volonté politique, parce que les politiques, ils ont d'autres choses à faire, mais il y a un problème au niveau de l'administration tunisienne, au niveau des fonctionnaires qui ne communiquent pas entre eux déjà, il y a un problème. Parce qu'avec les structures existantes, que chaque entité, institution veut avoir son autonomie, il veut avoir son périmètre propre à elle qu'il ne partage pas, et c'est ça le problème. Donc il y a un problème tout d'abord pour faire face à la technologie, il y a un problème d'un état d'esprit. Un état d'esprit qu'il faut, tout d'abord, et la Révolution nous a donné ça, c'est qu'avant... tous les citoyens pratiquement veulent plaire à leur président et aux ministres et qui font tout pour plaire à ce staff de managers du pays. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ces gens-là, il faut qu'on admette qu'ils sont au service des citoyens. Si on admet cet état d'esprit et on change notre état d'esprit, qu'on est là pour
donner à nos citoyens une information et faciliter leur vie, c'est comme ça qu'on peut adopter des projets comme le e-government. Tout est prêt. On dit toujours qu'il y a un problème, on se pose des questions sur des problèmes réglementaires, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La réglementation existe, les possibilités existent, et il n'y a que les responsables qui manquent. Les responsables qui font de telle sorte que ces institutions ou ces organismes ou ces ministères communiquent. Vous savez, aujourd'hui, même pour faire 1 kilomètre de route, il faut faire appel au moins à 4 intervenants officiels, au moins 4 ministères pour avoir l'autorisation. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, on perd un argent fou, parce que ça nous coûte de l'argent. Le manque de la technologie, de l'adaptation de la technologie nous coûte énormément cher. On a toujours d'une signature, on a toujours besoin d'une signature légalisée, on a toujours besoin de fournir à l'administration qui nous donne des papiers, qui nous donne un titre ou tout ça, de prendre ce titre et de le donner à l'administration. Donc, et là, c'est un problème, c'est chez nous. C'est un problème au niveau des structures. Vous savez qu'on parle de l'innovation et tout ça. On ne peut pas innover. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures de contrôle technique qui dépendent du ministère des Technologies, qui mettent pour homologuer un produit au moins 1 mois. On dit 18 jours et tout ça, mais avec les relances, oui, lorsqu'il envoie un fax, je dis bien, pour dire qu'il faut compléter, on met encore, on peut prolonger tout ça. Il faut changer ces structures, et ces structures qui bloquent l'innovation technologique et qui bloquent vraiment l'évolution du pays. Aujourd'hui, on a besoin, et on a vu des catastrophes au niveau du pays, que ce soit l'inondation ou les catastrophes que nous avons eues dernièrement. La technologie est là pour pouvoir intervenir à temps. Je n'en sais rien au niveau, au niveau de la santé. Vous savez que je suis certain qu'on ne maîtrise pas le parc des équipements médicaux qui existent dans le pays. Et nous ne savons pas encore l'information combien d'équipements existants qui sont en panne et qu'il y a un manque de culture de maintenance. Aujourd'hui, il faut qu'on admette, et ça fait mal au cœur, lorsque on voit des vis-à-vis au niveau de l'administration, tout d'abord, qui dévalorisent le service. Ça veut dire qu'on n'accepte pas une offre de service. Ça veut dire que l'ingénieur, il est bradé. On veut l'avoir toujours gratuitement. On ne paye que l'équipement. Et puis, ce qui est encore très grave, c'est qu'on n'a pas une culture de maintenance et de mise à niveau de logiciels. Aujourd'hui, tous les équipements, dans n'importe quel secteur, que ce soit informatique, que ce soit même dans l'agriculture, que ce soit dans le médical et tout ça, ce sont des équipements qui sont intelligents et qui fonctionnent avec des logiciels. Et il faut qu'on accepte, l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de programmer le service, les contrats de maintenance. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour qu'on soit positif, je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Je crois qu'il y a des dossiers qui sont là pour parler de Smart City, pour parler de start-up, pour parler de tout ça. Je crois qu'il y a, aujourd'hui, il faut que l'administration bouge et il ne faut pas attendre le politique parce qu'il va mettre encore 6 mois ou 1 an pour comprendre son ministère. Il faut que le fonctionnaire prenne sa responsabilité pour initier ces projets. Et il faut aussi une restructuration totale du secteur du TIC. Aujourd'hui, le ministère le plus riche en Tunisie, c'est le ministère des TIC. Je parle sous votre contrôle, monsieur le ministre. C'est pas vrai. Avec la redevance qu'il y a au niveau des facturations, des factures PDT, des factures, tout ça, il y a une cagnotte
chaque année qui est là, il y a 5% sur tous les revenus de télécom qui sont là. Et la preuve en est, tous les opérateurs, les 3 opérateurs pratiquement, et les entreprises dans l'éthique, ils sont tout le temps sous contrôle fiscal. Tout le temps. Là où il y a un manque au niveau du budget de l'État, on sait où on va. Très bien, Monsieur Zubair, merci beaucoup. En fait, vous avez bien dit que c'est un état d'esprit aussi. Parce que j'ai dit tout d'abord au début de ce panel que les organisations ne changent pas, mais les hommes, oui. Et ce n'est pas programmé, mais j'invite M. Anwar Marouf, le ministre de la Technologie de l'Information, pour nous clarifier beaucoup de choses. On a beaucoup bien parlé. Oui, je vous invite on the stage. Thank you. صباح الخير الناس الكل. اليوم في بالي معناتها مش نحكيو على المستقبل ونحكيو على الحاجات الإيجابية ونحكيو على كيفاش نجموا نغيروا البلاد نتاعنا. بون للأسف إنه إحنا معناتها نجموا نصوروا واقعنا كما شانتي ان شانتي وين لي باتيسور قاعدين يشوفوا في الاشاب وفي لي بيليي ويقولوا محلاها الاشاب يعني عملنا شاب باهي مي مازال عندنا هذه ما عملناهاش وهذه ما عملناهاش وهذه راهو فيها ان ديفو لازم نصلحوه وهذه راهو عملناها بطريقه يلزمنا نصلحوا لا ميثود باش نجموا نوليو نعملوها بافضل طريق والناس اللي متعديه اكوتي يشوفوا في الغبره يشوفوا في الخدامه اللي هما معناتها لابسين التونيو نتاع الشونتي يقولوا شنو الفوضى ذي وعلاش غبره وعلاش مسخه الدنيا. دونك احنا اذا كان نحبوا بالحق معناتها نصلحوا يلزمنا نغزروا الامور معناتها كيما هي. Il faut complexifier le débat. يعني si on simplifie et on désigne des coupables, on va en trouver plein. يعني سهل. D'ailleurs les sondages ça reflète une perception. Et ça ne reflète pas la réalité. Et les sondages ne permettent pas d'agir pour changer, mais ça permet de communiquer pour avoir une pédagogie avec le peuple ou avec les citoyens. Mais إذا كان نحبوا نغيروا لازم نفهموا بالضبط الواقع شنو فيه والواقع c'est beaucoup plus complexe que ce qui a été dit. احنا تونس ما ننساوش انه اذا كان نحبوا نحكيوا على الديجيتال ما نجموش نفصلوا الديجيتال من الجلوبال اللي احنا عايشين فيه، ما نجموش نفصلوا زاد عام 2019 من البروسيس اللي احنا فيه، احنا مازلنا في البروسيس نتاع ترانسفورماسيون بوليتيك، مازلنا ما انتقلناش لترانسفورماسيون ديجيتال. وما ننساوش اللي اليوم لو ديجيتال مازال ماهوش او كور دو لا بوليتيك دو بيي. وفما علاش؟ ماشي مسألة ماشي صدفة. ودايوغ إذا كان نقولوا ناخذوا السونداج ونقولوا باغ اكزومبل يا با دو فولونتي بوليتيك، مش صحيح ولكن مش غلط، على خاطر اوجوردي يا اون امبيفالونس، معناتها فما مشكل، فما فولونتي بوليتيك تحضر وتغيب، تحضر وتغيب. سي فغي. À des niveaux une volonté, à d'autres niveaux il n'y en a pas. À des moments on بعد il n'y en a plus. وقت اللي رئيس الحكومة البارح ما هو جاي بحذاكم واش قال لكم؟ قال لكم 50% من وقت يتعدى في الأمن، وال50% الأخرى يتعدى في حل المشاكل والمفاوضات الاجتماعية والأزمة السياسية والبحث عن الحزام السياسي للتغيير وكل شيء. ما يلقاش حتى شيء معناتها باش نجموا نخموا في المستقبل. اليوم اون با دو فيزيون، لازمنا نقولوا عندنا فيزيون بارتاجي للبلاد باش نجموا نقولوا كيما استونيا وقت اللي عملوا تغيير نتاعهم انطلقوا من فكره وبناوا عليها اون فيزيون ومن بعد حطوا اون استراتيجي وحطوا لي مويان بور. جاء بحذايا سفير اللي لاهي بتونس، سفير استونيا في تونس اللي هو بازي في باريس، وكان رئيس ديوان وزير الخارجيه نتاعهم. قلت له بالله كيفاش عملتوا باش تغيروا في الخارجيه؟ قال تو سامبلومون، قال لي 25% دو بيدجي نتاع وزاره الخارجيه للديجيتال. احنا قداش البيدجي الخارجيه؟ بيدجي ديجيتال في اي وزاره؟ وسوني با فغي سي زبير، مع احترامي كامل ليك والافكار نتاعك، مش صحيح احنا اغنى مينيستير، بالعكس
فضيحة. نحن وزارة هامشية رغم الخدمة اللي خدمناها باش نردوها وزارة أفقية وتخدم مع الوزارات الكل، ولكن ما زلنا وزارة هامشية وما زالت في سياساتنا العمومية فما دلا كونتراديكسيون. من ناحية نحط الديجيتال اون بريوريتي، ومن ناحية أخرى وقت اللي الدولة تلوج على الفلوس باش تكمل بيدجي في الفيشي اكسل نتاع البيدجي باش يجيبوها قد شنو وين يمشي للتليكوم. علاش؟ على خاطر مازال عندنا الفكره نتاع يا 20 انه هذيك البقره الحلوب جماعه تخدم وفما شيفر دافير 3000 مليار. دونك وقت اللي هو ينزل على اون ليني تو سويت نجم نجيب له 200 مليار. دونك يمشي لهذيك وما يعرفش اللي وقت اللي باش ياخذ 200 مليار هي سي دو مونك دون لو بودجي دو لانفستيسمون دو سيكتور، واللي بعد ال 200 مليار هذوكم فما 200 مليار اخرين un manque d'investissement des sous-traitants تاع les opérateurs ou l'écosystème ومش عارف شنو، وفما زاد une ambiance qui va s'installer انه احنا on est trop taxé et donc du coup il faut pas investir في الدومين هذا، برا حط فلوسك في دومين اخر et tout s'ensuit. et donc ندخلوا في دوامه نتاع معناتها نيجاتيف alors que on s'affiche ولا on affiche que la priorité بالنسبه لنا احنا هي لو ديجيتال. donc اذا نحبوا انه la transformation digitale تكون un pilier de la transformation du pays، لازمنا نعاودوا نرجعوا نفكروا مع بعضنا ونقولوا وين ماشيين وقبل الديجيتال لازم نقولوا وين ماشيين جلوبالمون، وين ماشيين ايكونوميكمون. مثلا شنو البلاد اللي نحبوا نحلموا بها بعد 20 عام؟ وين بلاد فلاحيه، بلاد سياحيه، بلاد معناتها وين تكون احنا مانيش عارف المصنع في دومين معين لوتوماتيك ولا لوتوماتيسم ولا وين بالضبط احنا نحبوا نكونوا ليدر. ومن بعد فما دي فيزيون مي يا با اون فيزيون بارتاجي. راك شوفوا برامج الاحزاب اليوم، انا عملنا لاناليز دي بروغرام دي بارتي اليوم يا با دو فيزيون. يلزم ديجا هذا السؤال الاولاني كي نجاوب على السؤال الاولاني كان لي لا فيزيون بارتاجي بور لا تونيزي. توا ما عملنا تحول ديمقراطي، احنا اليوم بلاد ديمقراطيه ونجحنا في التحول الديمقراطي وعندنا الحريه وما عادش نرجعوا بالتوالي، لكن اليوم ما زلنا ما حليناش مشكله شنو هو التموقع نتاع البلاد. اليوم ما زلنا نعيشوا على الاختيارات اللي صارت عام 70. كيفاش؟ Il n'y a pas de pilote. Non, c'est pas une question de pilotage. D'abord, la vision. Et la vision, c'est une question partagée, c'est une question de société. L'IOM, on n'a pas de choix. Et d'ailleurs, si on parle de digital, le problème, c'est qu'on n'a pas fait des choix forts. On veut faire tout. Et on veut être leader partout. سامحوني بالله نكملوا الانترفونسيون تاع السيد الوزير ومن بعد كنجموا ناخذوا 2 ou 3 interventions. Merci beaucoup. Je voulais interagir avec vous pour essayer un peu de complexifier le débat, pour sortir des perceptions, d'ailleurs qu'on pourra tous avoir, mais qui n'aident pas à résoudre les problèmes du pays. على خاطر إذا كان نجم نقولوا احنا اليوم مزمرين وما عملنا حتى شيء واحنا في أزمة واللي هو مش بالضرورة صحيح. اليوم نهار الخميس برك on était في المينيستير وعطينا 17 لابيل بور دي ستارت اب تونسيه. دي ستارت اب سي دي جون كيما الا اللي كانت لهنا ولكن 10 و 15 عام اكبر منها هي، ودي تونيزيان وبغيون ويخدموا في الديب ليرنينغ، يخدموا في الانتيليجنس ارتيفيسيال، يخدموا في لا مود، يخدموا في الاوت كوتور، والكلهم عندهم دي سوليسيون انوفونت. دونك معناتها ils ont implémenté la technologie, ils ont attaqué des marchés internationaux وخذاو اللابيل، واليوم قاعدين يوريوا في صورة اللي احنا نحبوها لتونس، اللي هي صورة البلاد اللي تنتج في المعرفة والبلاد اللي عندها l'innovation. Où est-ce qu'on est de la digitalisation en Tunisie? Justement. À quel stade aujourd'hui? Justement, on est en chantier. D'ailleurs, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas fait la transformation digitale, mais ce n'est pas vrai aussi qu'on a réussi la transformation digitale. On est en cours et on se bat à contre-courant parfois. On y arrive parfois et on échoue dans d'autres cas. Je prends un exemple. L'inscription en ligne sans demander aucun papier.
اللي تحدث عليه ضيفنا من استونيا كلهم سون امبليمونتي ديجا لي كونسيبت هذوما الانتيروبيرابيليتي ليكس رود ليدونتيفيون اونيك اللي البارح فما شكون يحكي ويقول ما عندناش عندنا ان ايدونتيفيون اونيك عندنا اون باز فيها 15 مليون اسم بما فيهم المتوفيين وكلهم عندهم ان ايدونتيفيون اونيك مي لو بروبليم سي كومون معناتها فيها لا جونكسيون ما بين الحاجه اللي عملناها نحن en silo في un département ou bien les autres besoins, les autres services اللي يعملوهم d'autres départements. Comment sortir من المود سيلو من كل واحد يخدم وحده من كل واحد يفكر وحده ومن كل واحد يعمل une politique اللي تعطل البوليتيك نتاع الديبارتمون الاخر ونطلعوا à une vision partagée, une stratégie commune, une priorisation et un budget et des moyens et une méthodologie de changement اللي هي كلها موجوده عندنا وكلنا خدمنا عليها لكن اللي ناقص اليوم هو انه on y va avec force وهذا علاش نحن on est en fin de mandat انا اللي نتمناه انه الماندا جديد والناس الجدد اللي باش ياخذوا العهده انه ما يضيعوش الوقت ديجا يبنيوا على اللي تعمل لانه عندنا دي بروجي ستركتورون قاعدين يتعملوا عندنا البروجي دو l'interopérabilité il y a une plateforme qui est en cours qui fonctionne ou la preuve انه l'inscription en ligne وقت عملناها ما طلبناش المضمون من الناس ما طلبناش منهم حتى ورقه وهذاك تعمل على خاطر عندنا البلاتفورم d'interopérabilité mais on est en train de travailler sur une autre plateforme beaucoup plus robuste et qui intègre يعني les nouveaux besoins اللي هما tous les services l'idée انه يوليو ما عادش نطلبوا فيهم حتى وثيقه لكن هذا المطلوب انه اولا لازم يكون فما ليدرشيب واضح et fort en faveur de la digitalisation لازم يتهز من le plus haut sommet de l'État راه مش وزير ينجم هو يكون le sponsor d'une transformation digitale à l'échelle du pays c'est le président le président معناتها le chef de gouvernement لازم يكون هو اللي يهز البروجي هذا واحد اثنين يلزم تكون une vision commune ما فماش هذه كل ديبارتمون يخدم وحده يلزم معناتها une vision commune et un programme commun وقت اللي نحكيو على الفيسكاليتي يلزم فيسكاليتي تتبع لي بروجي وقت اللي نحكيو على باغ اكزومبل وزاره الداخليه وبطاقه تعريف بيومتريه تعرفوا علاش وقفت بطاقه تعريف البيومتري لانه فما دو فولونتي كونتراديكتوار وما فماش ان سوكل او دسو بور فير لاربيتراج فما هيئه حمايه المعطيات الشخصيه تقول لك انه البصمه ما يلزمهاش تكون في باز دوني وفما وزاره الداخليه تقول لك اذا كان البصمه ماهيش في باز دوني ما نعملش بطاقه تعريف بيومتري دونك وحده غاديك القانون وبيسكو يلزموا القانون مشى لمجلس النواب ومن بعد تسحب ودوبي كو القانون تسحب ووقفت غادي وما يعنيش انه احنا رانا مازلنا في اول الطريق خاطر تو العباد الكل عندهم في الباز دو دوني موجودين عندهم ايدونتيفيون اونيك عندهم لي زانفورماسيون دو باز كلهم موجودين تو شنو مازال لازم يتعمل لازم من كومباني باش نجموا نكملوا لي دوني بيومتريك يعني البصمه والغيس ويلزم انه نبنيو لاشين اللي تخلي انه كل شيء معناتها يفي ريفيرونس على باز دو ريجستر دو ليدونتيفيون اونيك مش كل واحد يريبرودوي ليدونتيفيون اونيك عنده وهذاك علاش اليوم فما لغط وفما خلبطه عند الناس لانه فما ناس تحكي على ليدونتيفيون اونيك فما ناس تحكي على ليدونتيفيون اونيك سوسيال فما ناس تحكي على ليدونتيفيون اونيك دو ليدوكاسيون واللي هما جايين من انه كل واحد يريبرودوي لا ميم شوز عندنا ليدونتيفيون اونيك في السوسيال زاد الكريس معامل اون باز دو ليدونتيفيون اونيك Aujourd'hui, on a réussi à lier les deux bases de telle sorte qu'il y a une seule source, une seule référence. Où ils aiment tous les services. وهذا فما un projet وقاعدين نخدموا عليه وفما فلوس مرصودة عليه باقي juste احنا on est en cours وهذاك علاش il y a une frustration لأنه on voit pas encore le résultat. وقت نهارت اللي يجي le résultat اللي هو 2020 en partie ou 2021 la fin du projet وقتها نوليو نحكيو على الاشياء هذيك كتاريخ تو المطلوب هو انه ما توقفش لي بروجي هذيك واحد اثنين انه يقع رصد ميزانيات معناتها اكثر للوزارات باش تعمل ترانسفورماسيون ديجيتال نتاعها ثلاثه ما يلزمناش ننساو انه راهو الدوله والبلاد ماهيش فقط القطاع العام اليوم وانتم قاده القطاع الخاص ايضا لازم يقوم بالترانسفورماسيون ديجيتال نتاعو اليوم الياسيو معمل دراسه واعطاكم معناتها le degré de maturité digitale des entreprises on est sur une échelle de 10 on est à 3
Donc aussi au niveau du secteur privé, il y a un chemin à faire. Il y a une transformation à faire aussi, la transformation digitale de l'entreprise. ونحن حطينا في برنامجنا انه في العهد الجاي هذايا انه فما مليار دو دينار باش يتحط pour accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises à faire leur transformation digitale. هذايا pour le secteur privé اللي هو موجود اليوم وعملنا donc tout un programme اللي هو ستارت اب تونيزيا. الهدف نتاع ستارت اب تونيزيا هو aussi معناتها faire renouveler la classe économique في تونس à travers l'innovation, à travers le digital et à travers donc l'accélération de la transformation du marché tunisien. احنا على كل حال pour conclure اليوم on n'est pas au stade zéro. Vraiment, il y a beaucoup de choses de très intéressantes قاعدين تعمل في البلاد هذه. Il y a des services intéressants كما قلت لك l'inscription en ligne وقت اللي جاوا زملاء من بلد شقيق مش لازم معناتها نذكروه قالوا احنا راهو واحلين في الحكايه هذه on n'arrive pas à le faire et vous l'avez réussi. معناتها فما دي réussites اللي لازم نبنيو عليهم باش نجموا معناتها نقدموا. من ناحيه اخرى on est conscient اليوم انه فما دي ديفيكولتي واهم ديفيكولتي هو le leadership politique fort en faveur d'un changement et en faveur du fait que le digital soit au centre de la transformation du pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Anouar Marouf. Merci beaucoup pour cette bonne intervention. Malheureusement, le temps de ce panel est clôturé. Je sais qu'il y a beaucoup d'interventions, mais on doit enchaîner avec le panel d'après, puisqu'il y a des engagements de certains invités qui sont panélistes. Un petit mot. Un petit mot de 30 secondes. Un petit mot, parce que la digitalisation, ce n'est pas un problème. Restez dans la salle. C'est un outil de travail, tout d'abord. Il faut qu'au niveau de l'administration, adopte des systèmes aujourd'hui intelligents pour répondre aux besoins de citoyens et pour répondre aux besoins de l'entreprise. Parce que l'entreprise, si elle s'équipe avec des moyens technologiques très forts, mais elle doit communiquer avec l'administration, avec des systèmes classiques, ça ne marche pas. C'est tout un système. Et je veux dissocier entre le politique qui font leur affaire et l'administration tunisienne. Moi, je dis bien, la digitalisation, c'est un problème de l'administration tunisienne, du fonctionnaire de l'État et non pas du ministre ou du politique. Merci beaucoup, Zoubair. Merci beaucoup aux panélistes qui ont intervenu dans ce panel sur la transformation digitale. Veuillez rester, messieurs et mesdames. Donc, je sais que l'enjeu, il est énorme et ce n'est pas facile du tout, mais il faut le passage en force quand même et une volonté de l'État. Certainement, puisqu'il y en a une stabilité quand même, une vision un peu claire. Il y a des gens élus, des députés élus et un président de l'État qui est élu déjà par le peuple tunisien. Donc, on va passer au deuxième panel qui sera animé par M. Majoul. Ceux qui veulent prendre un break coffee, c'est pour 10 minutes. Merci beaucoup. 10 minutes? Tout de suite? D'accord.